Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dernier top que je vais enregistrer parce que ça me prend des heures à les faire, mais en même temps c'est hyper agréable. Alors même si là, avec le flop film que je viens de tourner, je me suis un peu énervé sur pas mal de films, mais qu'est-ce que j'adore faire ce genre de vidéo. Donc voilà, la dernière, parce que j'ai déjà fait 3 vidéos sur les séries télé. Là, il me reste plus que le top des films, et ensuite je pourrai faire le petit montage de tout ça et vous mettre tout ça en ligne. J'ai très hâte, même si au moment où je dis ça, cette vidéo sera la dernière mise en ligne sur les 6, et donc voilà. Mais, euh, mais pour moi, c'est cool d'enfin pouvoir passer à autre chose et retourner sur tous les autres projets prévus pour l'année 2025. Donc j'enregistre mon écran. Donc le top film, donc les films que j'ai notés entre 7,75 et 10 sur 10, même s'il n'y a pas vraiment de 10 sur 10, hein. Je crois que la meilleure note que j'ai mis c'est 9 sur 5 ou 9,75, un truc comme ça. Éléments que je trouve sur ma note, donc comme d'habitude, si vous avez vu les autres vidéos, vous connaissez déjà, mais au cas où quelqu'un tomberait sur ma chaîne avec cette vidéo-là. Donc il y a les acteurs et les actrices qui jouent dedans, donc plus j'aime un acteur ou une actrice, plus ça va forcément m'aider à apprécier un film ou une série, et inversement avec un acteur ou une actrice que j'aimerais moins. L'acting est important, le scénario, le développement de personnage, donc tout l'aspect écriture pour moi est très important également. Mon attente concernant un film ou une série, forcément on va jouer. Plus j'ai de l'attente, plus il y a des chances que je puisse être déçu qu'être surpris. Et moins j'ai d'attente, plus j'ai de chances d'être surpris. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. L'avis des autres joue également. Alors, encore une fois, quand je dis l'avis des autres, c'est pas, c'est dans le sens où si je regarde un film où je n'ai entendu aucun avis, rien, et que je n'ai aucune attente ou quoi que ce soit, par exemple, je prends un film, je dis allez hop, celui-là je le regarde, et puis voilà, je sais pas à quoi m'attendre et tout, et que je n'ai aucun avis, bah, je vais avoir un avis particulier. Par contre, si ce même programme, bah, j'ai entendu des choses élogieuses et tout, bah, je vais me demander en le regardant pourquoi, et soit je vais être d'accord, soit je vais pas du tout être d'accord, ça peut arriver. Et inversement, si le film, juste avant, je trouvais qu'il se faisait matraquer, je me demande à nouveau pourquoi, et soit je vais être d'accord, soit à nouveau je vais pas être d'accord. Je crois que c'est des 6 vidéos, c'est peut-être la meilleure façon que j'ai eu de l'expliquer ce passage-là. Le genre du film, ça compte beaucoup. Voilà, encore une fois, j'aime pas les comédies musicales, donc forcément, c'est des films où je vais passer un moins bon moment que si je regardais un film d'horreur ou un film de fantasy. L'envie de revoir le programme, c'est plutôt un bon point. L'envie d'arrêter le show, ça c'est plus pour les séries télé, mais forcément, c'est pas bon. Mais de toute façon, c'est pas un cas qui reviendra là. Et la langue de visionnage est très importante aussi, parce que si je regarde un film dans ma langue natale, je comprends tout, donc je peux plus facilement me focaliser sur ce qui se passe à l'écran que sur un film en VOSTFR. Je dois focaliser sur les images, sur les sous-titres et tout, enfin c'est un peu moins évident. Voilà. Pour la notation, les notes elles viennent du public d'Allociné, qui ne sont pas toujours très représentatives. C'est-à-dire que parfois, les moyennes que je vais mettre, et des fois, il y a juste deux trois personnes qui ont noté, des fois, il y en a quelques centaines qui ont noté, ou quelquefois, il y en a quelques milliers qui ont noté. C'est jamais réellement le même nombre de personnes qui a noté, mais c'est histoire d'avoir une note différente de celle que moi j'ai mis. Et au sein de mes notes, quand il y a plusieurs films ou séries qui avaient la même note, j'ai mis des plus et des moins pour également faire un classement au sein de la même catégorie. Comme là, si on me demandait de noter Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, je mettrais tous ces films-là en 10 sur 10, parce que c'est ma trilogie préférée, je suis pas très objectif là-dessus. Mais il faut quand même que j'avoue que parmi cette trilogie, il y a pour moi un classement, il y a certains que je préfère aux autres. Et le classement, il est tel quel, hein. Mon préféré c'est les deux tours, ensuite le retour du roi que j'aime énormément, avec la fin où je pleure tout le temps à chaque fois que je le regarde, et le comité de l'anneau que je kiffe, mais un petit peu moins que les deux autres. Voilà, mon top il serait comme ça, même si pour moi tout ça c'est du 10 sur 10. Donc on va pouvoir passer à la vidéo. D'abord en huitième position, on a Les Intrus en 7,75 moins moins, donc ça veut dire qu'il va y avoir au moins 3 ou 4 films en 7,75 moins ou plus. 1,8 sur 5 pour le public, je trouve que c'est un peu sévère, mais je peux comprendre. Produit par Lionsgate Film, Fifth Element Production et Frame Film. Réalisé par Ronnie Harlin, avec Madeleine Petsch qui joue Maya,
ou encore Freud Guitrez qui joue Ryan. Oui, mais en fait j'avais autre chose en tête. Non, finalement je comprends encore mieux la note. J'étais en train de... Parce que à chaque fois, sur la page comme ça, où il y a le chiffre du top, à chaque fois je mets une photo qui est liée à soit l'un des films qu'on va voir quand il y en a plusieurs, soit juste au film qu'on va voir quand il n'y en a qu'un seul. Et c'est vrai que du coup, j'avais la photo là, mais j'avais complètement oublié qu'on parlait des intrus. Bref, c'est pour ça que je me disais c'est sévère, parce que pour Late Night 1,8 c'est très sévère. Mais j'avais oublié qu'on était sur les intrus. Maya et son petit ami Ryan décident de démarrer une nouvelle vie dans le nord-ouest Pacifique. Néanmoins, lors de leur trajet, leur voiture tombe en panne dans la ville de Vénus, dans l'Oregon, ce qui les oblige à passer la nuit dans un Airbnb isolé. Durant la nuit, ils sont pris pour cible par 3 tueurs masqués. Donc, photo, désolé, qui est pas de très bonne qualité, Les Intrus, c'est tout simplement le remake de The Strangers, qui est sorti en 2008 avec Scott Speedman et Liv Taylor. Et oui, c'est clairement The Strangers, un de mes films d'horreur préférés. Ce film, il est incroyable. Enfin, moi je le trouve incroyable parce que j'ai vu sur Allociné qu'il était pas si bien noté que ça. Je crois qu'il doit avoir à peine la moyenne ou un peu plus de la moyenne. Alors que le film, il est génial. En plus, c'est quand même un film qui, du coup, aura eu une suite. Et du coup, qui là aura une trilogie. Donc, le premier, c'est qu'il a quand même suffisamment marqué le monde de l'horreur pour que ça crée une sorte de franchise. Ça, par contre, ça me fait chier. Parce que le 1, euh, je pense qu'il sera à jamais inégalé. Mais en fait, ce film-là, moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. Alors oui, comme je le dis, The Stranger, c'est un de mes films d'horreur préférés. Donc forcément, celui-là, il en souffre de la comparaison et il peut pas être aussi bien parce que la force de The Strangers, c'est qu'on est dans un film où l'ambiance est pesante dès les premières secondes du film. The Stranger, ça commence avec un homme qui, de mémoire, fait sa demande en mariage à une femme qui refuse. Et du coup, t'as une ambiance de merde parce que les mecs, ils rentrent, enfin, le couple, ils rentrent chez eux avec ce truc de demande en mariage qui a été refusé et tout. Donc t'as une ambiance pesante. Et puis t'as les autres qui viennent les harceler et tout. Enfin bref, le film est terrible et on n'a pas ça dans ce film de 2024. Effectivement, dans ce film de 2024, on a une ambiance plutôt joyeuse. Hein. On a un jeune couple, voilà, qui vient en week-end, machin, qui ont ce Airbnb et puis qui vont se faire agresser. Donc déjà, l'ambiance n'est pas la même. Et le fait que l'ambiance soit pas la même, déjà pour moi, ça enlève des points. Parce que on revient sur un truc très classique, hein, où les films d'horreur en général, c'est toujours un groupe d'amis hyper joyeux, ou peu importe, mais il y a toujours une ambiance très joyeuse, et puis tac, d'un coup ça devient sombre avec les meurtres. Alors que ce que je kiffais dans The Stranger, c'est que le film était tout le temps sombre, même avant qu'il y ait le harcèlement et tout par les hommes masqués et les femmes masquées. euh, ben, Avant qu'on en arrive là, l'ambiance était déjà lourde, quoi. Et je trouve que c'est ça qui fait la saveur du film. Que là, déjà, on l'a pas. Donc ça perd des points. Et après, le reste, je trouvais que c'était plutôt cool. Peut-être un peu gros, hein, tous ces plans qu'on a justement sur Madeleine Page, où tu vois l'homme masqué derrière elle et tout, mais qu'elle, elle le remarque pas. Et dès qu'elle se retourne, hop, il a déjà disparu, sans faire de bruit. Bon, ça, c'est un peu gros, clairement. Mais moi, je passais un bon moment. Et en fait, ce qui fait que je l'ai bien noté, c'est que je me suis rendu compte que le film The Stranger de 2008 m'a créé un traumatisme c'est très bizarre comme traumatisme, mais c'est le toquage de porte. Alors déjà que Scream m'a donné un traumatisme sur les sonneries de téléphone, là, The Strangers m'a donné un traumatisme sur les toquages de porte. C'est-à-dire que les toquages de porte, ça me met hyper mal à l'aise. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je sais que quelqu'un va venir chez moi, qui toque chez moi, ça me fait rien, parce que je sais que la personne doit venir. Si quelqu'un vient toquer à ma porte à l'improviste, je vais avoir des frissons dans le dos, je vais pas être bien. Et le truc, c'est que dans le film, à chaque fois où les personnes masquées, pour ne pas dire
les hommes masqués, parce qu'il y a un homme et deux femmes, donc on va dire les personnes, comme ça on reste flou dans le genre, on donne ni d'importance aux hommes ni aux femmes, comme ça tout le monde est englobé. Mais lorsque les personnes masquées viennent toquer aux portes, mais ça me mettait mal à l'aise. Enfin, ça me faisait pas mal au dos, mais les frissons dans le dos, comme ça, c'est pas agréable du tout. Et en fait, c'est pour ça que j'ai donné beaucoup de points à ce film, parce qu'en fait, même si c'est pas du grand film d'horreur, bah, il y a quand même cette sensation que j'ai ressentie en le regardant, et qui est la même quand je regarde le premier film The Stranger. C'est, je sais, me demandez pas pourquoi, mais quand on toque aux portes, dans ce genre de film, surtout, en fait, c'est même pas franchement un toquage de porte sympa, ça me fait rien, mais vraiment, c'est ces matraquages de porte et tout, vraiment, ça me met mal à l'aise de fou. Alors que pourtant, c'est pas grand chose, quoi. Je veux dire, tu peux me mettre un film avec un démon ou je sais pas quoi, ça me fera jamais rien. Tu peux me montrer des gens avec des déformations physiques et tout, ça me fera jamais rien. Mais tu me mets des films d'horreur avec des sonneries de téléphone ou des tocages de porte, et là, ça me met mal à l'aise. Je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, on va passer à Trap, que j'ai aussi noté c'est le 75 sur 10, 2,9 sur 5 pour le public, produit par Blinding Edge Pictures, réalisé par M. Night Shyamalan, avec Josh Hartnett, donc qui joue Cooper Abbott, Ariel Donog qui joue Riley Abbott, donc sa femme, et Saleka Shyamalan, donc fille du réalisateur qui joue Lady Raven, donc la chanteuse du show auquel ils vont. C'est un thriller psychologique que j'ai vu en VF en streaming et qui est un film américain. Le film suit donc un tueur en série, surnommé le Boucher, The Butcher en version originale, par la presse, qui rejoint sa fille Riley au concert de la pop star Lady Raven. Le père de famille réalise rapidement que la salle a été bouclée par la police pour l'appréhender, et il se retrouve ainsi piégé à l'intérieur de l'immense enceinte. Alors, moi personnellement, attends, du coup, en fait, non, le Ariel Donock, c'est peut-être sa fille, du coup. Oui, c'est sa fille, c'est pas sa femme. Parce que sa femme, on la voit quasiment pas dans le film, elle a quand même un rôle clé. Je sais pas si je peux le dire, parce que bon, il y en a qui l'auraient peut-être pas vu, mais la femme, même si on la voit beaucoup, elle a un rôle clé auquel moi je m'attendais pas spécialement, mais bon. Bref. En tout cas, le film, c'est clairement ce qu'on a dans le résumé, c'est un père de famille qui accompagne sa fille à un concert et qui, en parlant avec un vendeur, va se dire mais pourquoi il y a autant de sécurité machin, et le vendeur va tout lui dire, voilà, il y a un tueur en série, tout le concert en fait est fake pour essayer de stopper un tueur en série et machin. Bon, alors en fait, dans l'idée, le film, moi j'ai passé un super moment. Moi, ce genre de film avec un petit génie qui essaie de surpasser les autres et tout, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, l'acteur en plus il joue super bien. En fait, c'est un peu comme si on avait une sorte de Michael Scofield démoniaque, voilà, qui essaye d'échapper de s'échapper du concert, quoi. Ouais, bref, c'est un peu ça. Même si le film va un peu plus loin, parce qu'on passe du concert à je sais plus si c'était ouais, chez lui, mais avec Lady Raven, je peux pas en dire plus que ça. Où il se passe encore d'autres choses, et après, enfin, ça bouge pas mal. Il n'y a pas que le concert comme on voit, même si c'est quand même le plus gros du film, hein. Bref. Et en vrai, moi je trouve qu'on passe un très bon moment, c'est un bon film. Là où pour moi ça perd des points, c'est que bah, déjà, bah, effectivement, c'est un peu gros, hein, le mec est toute une unité gigantesque qui est là pour le stopper. Bon, déjà, tu te dis pourquoi créer un concert où il va y avoir des tonnes de gens euh, qu'on connaît pas, vous savez pas trop qui vous recherchez, vous foutez une salle avec plein de gens que vous connaissez pas. Si vous devez tous les choper, tous les interroger, les machins, enfin bref, l'idée de faire ça pendant un concert, c'est vrai que c'est un petit peu con. Bon, le vendeur là qui donne toutes les infos au tueur en série, c'est un peu gros aussi. Bon, en fait, c'est un peu ça le problème du film, c'est qu'il y a plein de choses qui sont un peu grosses dans le film. Mais en vrai, moi je trouve qu'on passe un bon moment, ça passe bien quand même. C'est qu'après, quand tu y repenses, tu te dis, bah attends, mais ça c'est un petit peu con et tout. Mais en vrai, le film, on passe quand même un bon moment. Je trouve que c'est un bon thriller. Et voilà, j'ai bien aimé, parce que j'aime bien ce genre de personnage. Ensuite, on a Late Night with the Devil, 7,75 sur 10 pour moi, 3,2 pour le public, hein, donc là c'est clairement plus ce que j'imaginais comme note. Produit par Imagination Abu Dhabi, Vic Screen, NGC Studio Cinetic Medi, Good Film,
Future Pictures et Spooky Pictures. Il y a du monde à foutre de l'argent là-dedans. Réalisé par Cameron Cairns et Colin Cairns, voilà, donc avec David Dastmalchian, j'espère que je le prononce pas mal, qui joue Jack Delroy, Laura Gordon qui joue June Ross Mitchell, ou encore Ingrid Troili qui joue Lily Dabo. C'est un film d'horreur que j'ai vu en VOSTFR pour le début, puis en VF en streaming, puisque en fait j'ai commencé à le regarder quand il n'y avait pas encore de VF sur le site de streaming sur lequel je regarde certains films. Sauf que mon réseau il buguait trop donc j'ai arrêté. Et ensuite, au moment où j'ai voulu reprendre, il y avait une VF de rajouter. Donc bah, du coup, j'ai fini en VF. Donc j'ai vu l'intro en VO, en VSTFR et les trois quarts restantes du film en VF. Le film est australo-américano émirat arabe, je sais pas vraiment comment on peut dire, qu'on nomme les gens qui vivent là-bas. Le film présente les événements tragiques d'un talk show américain, jamais montré depuis sa première diffusion en direct dans la nuit d'Halloween 1977. Tentant de gonfler l'audimat, le présentateur d'alors invita une jeune fille prétendument possédée pour réaliser la toute première interview télévisée de l'histoire d'un démon devant des millions de téléspectateurs. Donc, film, personnellement, que moi j'ai bien aimé. Je l'ai peut-être un peu moins bien noté que d'autres personnes, parce que je l'ai beaucoup vu dans des mentions spéciales et tout de top films. Donc en tout cas, c'est que de manière générale, il a quand même été plutôt bien apprécié. Pas suffisamment pour être dans un top 5 ou quoi que ce soit, mais quand même restant aux yeux des gens quand même un très bon film. Euh, Moi, je pense que un problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu beaucoup d'espoir en ce film. Après, parce qu'on m'en a fait beaucoup d'éloges, donc moi déjà j'avais beaucoup d'espoir. Et en fait, le film est sympa, mais c'est vrai qu'il prend quand même beaucoup de temps à se mettre en place, surtout la partie avec le démon. Puisque en fait on a d'abord le Jack Delroy qui est présenté avec toute sa vie, sa carrière, qui a eu des hauts, des bas jusqu'à ce soir-là d'Halloween où il décide de donner le tout pour faire une tonne d'audience et revenir au succès. Et du coup, il va se passer plein de choses. Il va ramener un mec qui fait du mentalisme. Ensuite, il ramène ce mec-là qui est vraiment le gars sceptique, du coup, qui vient démonter tous les petits tours de magie des autres, mais qui pourtant en fait aussi lui-même. Mais qui lui clairement se vend un peu comme un arnaqueur et dénonce les arnaques des autres. Voilà. Et ensuite on a Lily qui vient avec la meuf qui l'accompagne. Du coup ils vont tenter de faire du fric sur un démon. En sachant que dans la présentation au tout début du film de Jack Delroy, on nous fait comprendre qu'il fait partie d'une sorte de secte démoniaque et tout ça. Et voilà. Donc moi le film en soi j'ai trouvé très bien. C'est juste dommage que ben, le rapport au démon apparaît que vers les trois quarts du film. Même si tout ce qui se passe avant en fait prépare le terrain en fait. Même dès l'apparition en fait du comment il s'appelle du médium. En fait dès le premier numéro, donc celui-ci du médium, en fait dès ce moment-là en fait il commence déjà à se passer des choses bizarres et tout. Euh, mais c'est vrai que le vrai moment avec le démon et tout qui est vraiment sympa, c'est vrai que ça arrive un peu tard. Mais ça reste vraiment un très bon film. Voilà, et c'est là où vous pouvez comprendre à quel point j'ai été déçu quand je suis tombé sur le film Saturday Night la première fois, au lieu de tomber sur ça. Bref. Et ensuite, on a Pas de vague, que je notais 7,75 sur 10, 3,8 sur 5 pour le public, produit par Kazakh Production et Fracas Production, réalisé par Teddy Lucie Modeste, avec François Civil qui joue Julien, Shane Boumedine qui joue Walid, ou encore Toscan Duquesne qui joue Leslie. Donc c'est un drame que j'ai vu en VF, techniquement mais plus en VO, puisque la VF c'est la VO, qui est un film franco-belge. Julien est un professeur de français qui est accusé à tort de harcèlement par une élève adolescente, Leslie, et tente de prouver son innocence alors qu'il fait face à des pressions multiples de la part du frère aîné de la jeune fille et de ses camarades de classe. Ces incidents tournent à l'incendie et embrasent le collège alors que Julien cherche du soutien parmi ses collègues et sa hiérarchie. Mais devant le risque d'embrasement, et bien sûr, quand il parle d'incendie d'embrasement, c'est vraiment de la métaphore. Mais les embrasements, le silence règne dans l'école. Parallèlement, il cache son homosexualité à ses élèves et collègues jusqu'à ce qu'une vidéo intime ne commence à circuler à l'école et révèle son secret, ce qui finit par amplifier la spirale de violence dont il est victime. Alors,
Ce film, moi, je l'ai adoré. D'ailleurs, vous verrez que François Civil revient dans 2 films du top. Et je me dis, en fait, ce mec, il est incroyable. En fait, il est incroyable. Je crois que c'est la première fois depuis quelques années que je vois un acteur français qui est aussi bon. Et en vrai, je me dis, faut que je vois plus de films avec François Civil, parce que waouh, il est incroyable. Parce que du côté des actrices, il y a pour moi Tiffany Davio qui est au sommet des actrices françaises, et pour moi, voilà, François Civil, pour moi c'est la même chose chez les mecs, quoi. Il est très 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 bon. Donc film qui parle beaucoup de harcèlement, tout ça, justement avec ce prof hein, qui en fait va vouloir donner en fait un exemple pour je sais plus quoi, mais en fait il est sur ses cours en fait ils analysent des textes et en fait pour expliquer un texte il veut donner un exemple et en fait il donne un exemple en parlant de la gamine, alors c'est comment Leslie, c'était le film d'avant, à Leslie et en fait, les élèves vont commencer à dire oh, il est amoureux de la gamine, machin et tout. Et en fait, les moqueries que les enfants, enfin les ados vont faire, en fait, vont pousser Leslie à accuser son prof d'harcèlement, tout ça. Et ce qui fait que, en fait, bah, du coup, il va y avoir toute une vague de haine autour du prof, qui en fait n'a jamais rien fait, mais on va lui reprocher d'autres actions, comme le fait d'avoir emmené Leslie et d'autres gamins pour les récompenser, manger un kebab et tout ça. Enfin bref, il essaye en fait lui de créer un lien avec les étudiants, quelque chose en fait pour avoir une meilleure sphère de travail à l'école, et en fait tout ça se retourne en même temps plus, sur lui. Et le film, il est assez violent mentalement. Il est pas si simple que ça à regarder, je trouve, hein, sur la question de harcèlement, parce que le mec il va se faire harceler à mort par les étudiants, par les profs qui, certains, ne soutiennent pas et tout. Enfin bref, c'est une galère. Euh, et, euh, et en fait, ce qui fait que j'ai enlevé pas mal de points, c'est qu'on a une fin ouverte. Je hais les fins ouvertes. Moi, j'aime bien qu'un film, tu commences ton histoire, tu la conclus. Je déteste les films qui ne concluent pas leurs histoires. Et pour moi, le film, j'ai enlevé 2 points et demi à cause de ça, parce que le film, il est excellent. Et là, au bout d'un moment, paf, on te dit, hop, le film, il est fini. Et tu dis, quoi? Quoi? Vraiment? Là, le film, il est fini? Il n'y a pas vraiment de conclusion à l'histoire? C'est quoi ce bordel? Ça m'a créé un petit bouffe de rage là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi d'un coup on n'a pas de vraie fin? Bon, c'est dommage. Pour moi, le film aurait pu être clairement mieux, mais ils ont décidé de faire ça. Tant pis, hein, c'est comme ça, hein, mais franchement, c'est dommage quand un film aussi bon conclut d'une bonne manière et ton film il est encore plus haut dans un top, hein, c'est obligé. En septième place, Le Seigneur des Anneaux, la guerre des rois Grimm. Alors, je sais qu'il se fait beaucoup matraquer par les youtubeurs et tout ça, même sur Facebook, mais voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai noté 8 sur 10, 3,1 sur 5 pour le public, produit par New Line Cinema, Warner Bros Animation et Sola Digital Arts. Réalisé par Kenji Kamiyama, avec Brian Cox qui donne sa voix à Helm Hammerhand, Gaia Wise qui fait la voix de Hera, ou encore Luc Pascalino, je crois que j'ai mis un S en trop, qui fait la voix de Wolf. C'est un film d'animation que j'ai vu en VF au cinéma, film américano-japonais. Donc, ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, explore l'histoire de la maison de Helm Point de Marteau, roi du Rohan, face à l'attaque soudaine de Wolf, un seigneur vengeur et cruel. Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornborg, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Hera, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple. Alors, je crois de mémoire que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais j'en suis pas vraiment certain. Mais je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je mettrai une petite notice si c'est le cas. Sinon, bah, tant pis. Mais moi, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Voilà, je vais au cinéma, j'ai passé un bon moment. Alors, on a tenté de reprendre des musiques du Seigneur des Anneaux. Je trouvais que c'était plutôt sympa, surtout qu'on est dans le passé du Seigneur des Anneaux. Après, ce qui est dommage,
c'est que c'est long, très long. Par moments, honnêtement, je suis un peu ennuyé. Mais pour moi, c'est toujours un plaisir de tourner en terre du milieu. Donc j'ai quand même passé un bon moment parce que les scènes d'action sont plutôt cool. Bon, l'animation japonaise, je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent pour ce film. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Les petites créatures là dans le marais, avec cette scène-là, c'est plutôt cool. L'histoire entre les deux, qui jeune était très proche, et qui finalement, puisqu'elle refuse d'être avec lui, il va péter un câble, et voilà, ça va partir en folie meurtrière, en fait, il se sent rejeté depuis qu'il est petit, voilà et tout. Voilà, plus la mort de son père et tout ça. Et franchement, le film, moi, je le trouvais sympa, je passais un bon moment. Effectivement, c'est pas un film qui sera dans mon top 5, mais c'est plutôt agréable. Là où j'enlève un peu de points, c'est que, bon, déjà, j'ai dit animation japonaise, je sais pas si c'était vraiment la meilleure idée, parce que des fois, l'animation est un peu bizarre, hein, voilà. Deuxième chose, c'est que quand on regarde au niveau du style des personnages, des fois j'ai plus l'impression d'être dans un Fire Emblem que dans un film Seigneur des Anneaux. Voilà, parce que même dans le code vestimentaire, les couleurs et tout, ben, on n'est pas vraiment dans le même style qu'on retrouve un peu moins de 200 ans plus tard dans le Seigneur des Anneaux. Là, moi j'ai vraiment un truc, j'ai l'impression d'être dans Fire Emblem, pour ceux qui connaissent. Et le dernier petit point, alors qui n'est pas vraiment un vrai défaut, mais c'est que en fait le film est narré par Eowyn, donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée, mais le problème c'est que la voix française n'est pas celle de Miranda Otto qui incarnait Eowyn. Et le truc c'est que du coup je me suis rendu compte que pendant le générique de fin, qu'en fait c'était Eowyn qui racontait l'histoire. Moi j'avais pas compris parce que j'avais pas reconnu la voix. Et ça c'est un peu dommage de ne pas avoir repris la voix originale. Alors après je sais pas si l'actrice est décédée ou si elle avait juste pas envie de reprendre le truc et tout. Mais je trouvais ça dommage parce que ben, le truc, c'est que ça tombe un peu à l'eau, le fait de raconter l'histoire par Éowyn, parce que de mémoire, elle se présente pas tellement, on raconte l'histoire un peu comme Galadriel le fait dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Sauf que là, c'est Éowyn qui le fait, mais tu reconnais pas sa voix, et ça, c'est dommage. Ensuite, on a un petit truc en plus, 8 sur 10 également, 4,2 sur 5 pour le public, produit par Sidney Nomine, réalisé par Artus, avec Artus qui joue Paul Polo-Mounier ou Sylvain, et Clovis Cornilla qui joue Lucien la fraise Mounier, j'ai oublié de mettre son surnom à lui, ou encore Alice Belaïdi qui joue Alice. Bon, ils sont pas fichés pour le nom du personnage. Comédie, vue en VO en streaming, puisque c'est un film français. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes est une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Alors, le film est plutôt pas mal. Le film est plutôt pas mal, effectivement. On a deux criminels qui vont du coup rejoindre un groupe de comment dire, comment ils le disent, de colonies de vacances. Ouais, de colonies de vacances pour les gens en situation de handicap, parce que je sais que dans le monde du handicap, il y a des mots où tu n'as plus le droit de dire, hein. Voilà. De toute façon, il y a beaucoup de mots qu'on n'a plus le droit de dire. Mais voilà, quand on est dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap, ils se rajoutent dedans, ils vont vivre avec eux. Et en fait, le personnage d'Artus va très vite kiffer le truc là. Tous les handicapés, d'ailleurs, mot qu'il ne faut absolument pas dire, attention, mais je m'en fous, je vais quand même le dire. Mais en fait, tous les handicapés ont grillé que du coup, il était comment dire, faux, qu'il faisait semblant. Sauf forcément Alice, sur qui il aura un petit crush. Et le père, bon lui, son personnage est plus intéressant. Parce que le père est vraiment une raclure, mais il va quand même créer une forme d'amitié avec un des jeunes, qui est assez touchant et tout. Et en fait, le film est touchant, trop prévisible. En fait, tout ce qui se passe est méga prévisible, hein. Alors le fait qu'Artus change, ça c'est méga prévisible. Le cas du père, c'était prévisible, mais je m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. C'est-à-dire que même quand il se fait arrêter, il a quand même la permission, voilà,
d'aller voir ce groupe, de s'excuser auprès du groupe, de faire un cadeau à ce jeune, voilà, avec qui il a créé du lien et tout. Ça, c'était peut-être un peu plus surprenant, même si, bon, quand tu le vois créer du lien avec, tu doutes bien qu'il va se passer un petit truc quand même. Bref. Après, si j'ai enlevé quelques points, c'est parce que, encore une fois, on a ce message dégueulasse du tu fais des conneries, tu mens, mais comme tu fais plaisir à quelques personnes, eh ben, on te pardonne tout et finalement tu passes pour un héros. Parce que vraiment, le film, c'est vraiment ça. Quand Artus il est à son procès, le mec il est jugé pour des crimes, hein, des cambriolages et tout, et t'as le groupe de la colonie de vacances qui vient et qui est en mode non, il ne faut pas l'arrêter, il a été très cool avec nous, on n'a jamais passé un aussi bonnes vacances qu'avec Sylvain et machin et tout. Et du coup, bah, finalement, il est relâché. Alors, je pense qu'il y a une petite subtilité que j'ai peut-être oubliée, mais quand même, le mec à la base, c'est quand même un cambrioleur, et puis voilà, on lui pardonne tout quand même. Bon, ok, il a fait de mal à personne, mais il a quand même commis un crime. Et on fait comme si de rien n'était. C'est voilà, les handicapés ont dit que fallait, il nous a fait du bien, donc faut le libérer. Bah du coup on le libère. Ça fonctionne pas vraiment comme ça la justice. Donc voilà, j'ai enlevé quelques petits points là-dessus, mais franchement c'est un très beau film. Et en fait c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément un très grand film ou un très bon film, mais c'est un beau film. Franchement, c'est émouvant, tu passes un très bon moment devant. Le père, il est un peu agaçant, mais il change au fil du temps et il devient très attendrissant et tout. La petite fin, elle était un peu touchante et tout. Donc franchement, c'est un très beau film. Ensuite, on a Mean Girls, que j'ai noté 8 sur 10 aussi. 2,2 sur 5 pour le public, qui est d'ailleurs la seule comédie musicale du top et du coup celle que j'ai préférée. Produit par Broadway Video et Little Stranger Industry sûrement, réalisé par Samantha Jane et Arturo Perez Jr., avec Angourie Rice qu'on a déjà vu dans les Spider-Man de Tom Holland, qui joue Katie Heron, René Rapp qui joue Regina George, et je vous jure que l'accent n'est pas mal placé, Auli Cravalho qui joue Janice Imiki, j'espère que je ne fais pas d'erreur au moins sur le vrai nom de l'actrice, le nom de personnage on s'en fout un peu, ou encore Avantika qui joue Karen Shetty. Comédie musicale, vue en VF en streaming, film américain, et le synopsis est à peu près le même hein, que le film d'origine. Une nouvelle élève, Cady Heron, se retrouve à côtoyer l'élite de la chaîne alimentaire sociale, les filles populaires appelées les plastiques, dirigées par leur queen Regina George et ses sous-fifres Gretchen et Karen. Mais quand Cady a un crush sur Aaron, elle ne risque pas tout de suite qu'elle vient de commettre une grosse erreur, sa nouvelle bestie va rapidement se transformer en ennemi. Cady décide de renverser l'ordre établi avec l'aide de ses amis losers, Janice et Damian. Rester fidèle à soi-même tout en se frayant chemin dans la jungle impitoyable du lycée, tout improbable, vous avez 2 heures. Du coup, le synopsis, je le trouve amusant. Donc, Mean Girls, désolé pour la photo encore une fois qui est pas hyper bonne. Mais le film, moi, je l'ai beaucoup aimé. Alors déjà, j'aime beaucoup le premier, Mean Girls. Alors le 2 est pas mal, mais il faut avouer que niveau qualitatif, il est quand même un peu moins bien que le 1. Et je trouve que ce sont des bons films. On passe un beau moment qui est vraiment une critique sociale hein, des adolescentes dans les lycées. Alors c'est très con parce qu'on ne veut pas les adolescentes dans les lycées, ouais, surtout dans les lycées je pense, et on prend des meufs qui ont au moins pas loin de 30 ans. Bon, enfin, je pense qu'elles sont milieu vingtaine, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est plus l'âge des meufs du lycée, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est un peu ces choses-là sur lesquelles on veut travailler. Et là, globalement, on nous fait un remake où on reprend l'histoire d'origine en version comédie musicale. Même si en fait, le truc c'est que le film d'origine en fait a été repris en comédie musicale à Broadway sur les plateaux et qu'en fait c'est cette version-là qui ensuite a été refait au cinéma. Mais en fait ça revient à peu près au même que refaire l'original en version comédie musicale. Et en vrai, moi j'ai kiffé parce que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup le film de base. Là, on reprend le film de base en le respectant plutôt pas mal parce qu'il y a des changements. Genre, vraiment, elle, c'est censé être le personnage de Amanda Seyfried.
Donc tu te dis, bon bah ok, à nouveau, hein, on a fait du changement, on a changé la petite blonde mignonne en personne de couleur. Sauf que le truc c'est que dans le trio, techniquement, t'as l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, qui techniquement, dans le film d'origine, est métissée. Et que là, on a pris une blanche. Et tu dis, mais quoi? Tu dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Je veux dire, vous avez déjà à la base dans le trio d'origine deux blanches, une métisse. Là, on a à nouveau deux blanches, une métisse. Sauf que, en fait, ils ont remplacé la blanche par la métisse et la métisse par la blanche. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Je comprends pas. C'est un peu con, mais bon. Euh, Après, le film en soi, comme j'ai dit, respecte la trame du premier, mais en rajoutant la partie musicale, que moi je trouve pas mal, surtout, les chansons avec René Rapp. Bon, après, je suis pas non plus le plus objectif, parce que René Rapp est une chanteuse que j'aime bien, c'est pas non plus une chanteuse préférée, mais c'est une chanteuse que j'aime bien, qui fait du très bon taf. Et là, mais vraiment, ces chansons, elles sont très cool. La chanson où on présente Regina George, je la trouve géniale. La chanson où elle décide de se venger de Katie, parce qu'en gros, à un moment donné, elle se rend compte qu'elle bouffe des tonnes de trucs, qu'il l'engraisse au lieu de lui donner une bonne santé, et qu'elle se rend compte que c'est fait manipuler par Katie, qu'elle décide de se venger, et que ça devient l'anarchie dans l'école. Là, t'as la scène, elle est incroyable, avec la chanson enfin, les paroles de René Rapp et tout. À ce moment-là, elles sont géniales. Et pareil, dans le film d'origine, tu as une soirée Halloween et tout. Et là, c'est cette actrice-là qui va avoir une chanson à ce moment-là, que je trouve également très bonne. Qui en plus, je crois, est un peu une critique des costumes et tout. Enfin bref, sa performance est vraiment très cool. Après, pour elle, malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, le film de manière générale est plutôt pas mal. Je trouve même que l'actrice en Goury c'est mieux que Lindsay Lohan, parce que Lindsay Lohan, c'est pas non plus la meilleure des actrices. Mais voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup Angourie Rice, c'est peut-être un peu mieux que, euh, que Lindsay Lohan. Après, sur le reste, je trouve ça assez kiff-kiff, hein. Bon, après, elle, j'ai rien contre elle, mais bon, Amanda Seyfried, pour moi, c'est dans le top 10 des meilleures actrices au monde. Donc, bon, bah, forcément, tu remplaces Amanda Seyfried, t'es forcément un petit peu moins bonne pour moi, même si elle fait quand même du très bon taf. Et après, René Rapp, Rachel McAdams, pour moi, c'est kiff-kiff, hein. Les deux sont très bonnes dans le rôle de Garth. Franchement, j'adore. Donc, le film, de manière générale, pour moi, je trouvais très bon. C'est peut-être le seul film où l'aspect musical ne m'a pas dérangé, mais je pense que c'est aussi parce que je connais déjà le film d'origine par cœur. Donc en fait, les chansons, ben, quand elles ont eu lieu, j'avais juste à me concentrer sur les chansons et pas forcément ce qui se passait, parce qu'en fait, ce qui se passait, ben, je le connais déjà du film original. Donc ça m'a beaucoup aidé, je pense aussi, à bien apprécier le film. Voilà, donc on passe à la suite. En sixième position, nous avons les Guetteurs en 8,25 moins sur 10, 2,5 sur 5 pour le public. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont mis dans leur flop. Moi personnellement j'ai plutôt aimé, je vais vous expliquer après. C'est produit par Blinding Edge Pictures, Inimitable Pictures et New Line Cinema, et réalisé par Ishana Night Shyamalan, avec Dakota Fanning dans le rôle de Mina, Olwen Fouéré qui joue Madeline, Georgina Campbell qui joue Ciara, ou encore Oliver Finnegan qui joue Daniel. Donc ce sont les 4 personnes qu'on retrouve dans le bunker. C'est un film d'horreur que j'ai vu en VF en streaming et qui est un film américain. Donc Mina est une américaine travaillant dans une animalerie en Irlande, ayant du mal à accepter la mort de sa mère, elle s'est séparée de sa sœur jumelle. Alors que son patron lui demande de lui livrer un oiseau précieux, une conure dorée, sa voiture tombe en panne. Mina se retrouve alors bloquée dans une vaste forêt qui n'apparaît sur aucune carte du monde. Après avoir entendu des bruits inhabituels ainsi que le cri d'une femme, elle court dans la forêt jusqu'à un bâtiment aux allures de bunker surnommé le Poulailler. Elle rencontre 3 occupants, Chiara, Madeline et Daniel. Madeline explique qu'un groupe mystérieux appelé les Gators observe le groupe à travers le miroir du poulailler chaque nuit. Bon, déjà, effectivement, ceux qui me connaissent bien, Dakota Fanning, pour moi, c'est dans le top 5 des meilleures actrices. Enfin, quand je dis des meilleures actrices, je parle encore à nouveau de mon avis à moi, de comment moi j'aime le cinéma. Et Dakota Fanning, elle est incroyable. Même si pour moi, la numéro 1, c'est sa petite sœur, Elle Fanning. Mais bon, on n'est pas en train de débattre sur laquelle des sœurs est meilleure. Mais, en tout cas,
forcément déjà ça aide, hein, quand j'ai vu que Dakota Fanning était dedans, déjà ça m'a donné un peu plus envie de voir le film. Et après en fait j'aime bien le film en lui-même, où on revisite le folklore des fées, et de manière un peu plus proche de la mythologie, parce que dans la mythologie, les fées sont pas forcément des créatures toutes mignonnes, toutes gentilles, comme on peut voir, je vais dire, dans Wicked, mais c'est vrai que, en fait, Ariana Grande fait trop penser à une fée dans ce film, donc quand on la voit là dans les parties du présent, pas quand on raconte l'histoire après, et dans la partie du présent, Ariana Grande, moi je la vois vraiment comme une fée, je vous dirais une petite bonne fée, machin, mais voilà, les images qu'on a de la fée Clochette, tout ça, bah à la base, les fées, c'est pas spécialement ça dans le folklore celtique. Il y a des fées qui sont plutôt terrifiantes. Et du coup, ben, avoir un film déjà qui met les fées dans ce rôle-là, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, il y a des plans que je trouve vraiment incroyables. Ce moment où ils sont dans la forêt, qu'ils n'arrivent pas à rentrer à temps, qu'ils se cachent, et que tu vois les fées arriver à quatre pattes, et que d'un coup elles se mettent debout, mais qu'elles grandissent, grandissent, grandissent. Le plan, moi, je le trouve magnifique. Bref, il y a plein de trucs qui sont vraiment sympas. Après, je peux pas entrer trop dans les détails, sinon ça spoilerait, mais du coup, tout le principe du film, c'est de survivre aux règles du poulailler, d'essayer de sortir de cette forêt, un peu forêt magique dans laquelle tu ne peux pas sortir. Voilà, on apprend des spécificités autour des fées et tout ça. Et honnêtement, moi j'ai passé un super moment, j'ai trouvé que c'était très cool, je l'ai regardé avec ma mère qui a bien aimé aussi. Et voilà, alors je dis pas qu'on est forcément la parole des bons films, mais voilà. En tout cas, je peux au moins dire que moi j'ai kiffé, que ma mère aussi. Après, peut-être que la fin peut être un peu décevante. Je pourrais comprendre que ça déçoit un peu. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt un film intéressant. Voilà, même si je sais que d'autres youtubeurs l'ont mis dans leur flop. Ensuite, on a Détective Conan, l'étoile à 1 million de dollars, que j'ai noté 8,25 sur 10 également. 3,4 sur 5 pour le public, produit par TMS First Studio, réalisé par Shika Nagaoka, avec Minami Takayama qui joue Conan Edogawa, Wakana Yamazaki qui joue Ran Mori, Rikiya Koyama qui joue Kogoro Mori, Kapei Yamaguchi qui joue Shinichi Kudo et le Kaito Kid, Ryo Horikawa qui joue Eiji Hattori, ou encore Yuko Miyamura qui joue Kazuha Toyama. C'est de l'animation et policier, vu en VSTFR et en streaming, film japonais évidemment. Dans la ville de Hakodate, Kaito Kid annonce son prochain méfait, dont la cible est un sabre japonais. Attends, j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais essayer de pas faire tomber mon verre. Ce serait con d'avoir récupéré un Andy et puis de détruire l'autre. Ouais, bon, il se passe rien. C'est peut-être moi qui, à force de regarder mon écran, j'ai eu une fausse impression que, vous savez, quand les écrans ou les t'as plus de batterie, ils commencent à me noircir un peu. J'ai eu cette impression, mais en fait, il faut croire que non. Tant pis. En tout cas, ça le rechargera quand même un peu, parce que depuis le temps qu'il est pas chargé, ça lui fera pas de mal. Donc, le jour du vol, Eiji Hattori et Conan, qui assistaient à un tournoi de kendo dans la ville, confrontent Kid dans l'espoir de connaître la raison pour laquelle il veut l'épée. De son côté, Ran fait face à Momiji, véritable ennemi, et à son majordome, Lori, qui tente d'empêcher la confession de Heiji à Kazuha. Ok, il y a des trucs bizarres, parce que je n'ai pas le souvenir que Ran soit tombé face à ces deux zigotos. D'ailleurs, que moi je ne connais pas, parce que bon, bah, moi, Détective Conan, j'ai vu tout ce qu'il y avait en VF, plus les films, enfin une partie des films, parce qu'il y en a beaucoup, je les ai pas tous vus. Mais c'est vrai que les deux personnages là, qui cherchent Eiji Hattori là, dans tout le Japon, c'est vrai que eux, je les connaissais absolument pas du tout. Bon, film vraiment sympa. Je trouve que c'est un film Détective Conan, c'est toujours très sympa, Détective Conan. Donc là, on va beaucoup travailler autour de cette enquête autour des sabres, où il y a une ou deux personnes qui vont être assassinées pour récupérer ces sabres, et qui du coup mènent à une sorte de trésor, ou je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, Keito Kid, lui, il pense qu'il y a un trésor, donc c'est pour ça qu'il est intéressé par les sabres. Eux, Conan et Hattori sont plus intéressés par l'histoire de meurtre, bien évidemment, mais tout ça mène un peu tous ces gens-là vers la même direction, eux, des mafieux et tout, vers voilà, le trésor que peut indiquer l'énigme inscrit avec les sabres.
Et le film, en vrai, il est plutôt sympa. Alors j'avoue que j'ai peut-être préféré celui du train il y a 1 ou 2 ans. Mais celui-là, j'ai trouvé plutôt sympa. En fait, ce qui fait que j'ai pas mis plus, parce que j'aurais pu mettre plus pour un film détective Conan, c'est que déjà, bah, il y a des persos que je connais pas. Ces personnages-là qui sortent enfin, entre guillemets, de nulle part, parce que bah, pour moi, ils sont inconnus au bataillon, qui sont juste là à chercher Eiji Hattori dans toute la ville et tout. Bon, dans le film, tu peux les enlever, ça change absolument rien au récit. Et le reste c'est plutôt cool, moi en plus j'aime beaucoup Eiji Hattori, hein, quand je me remate des épisodes, je kiffe Conan, c'est le héros, mais j'aime bien mater des épisodes avec Eiji Hattori, ce qui est quand même très cool. Après Kaito Kid aussi c'est cool de le voir un peu plus que dans les épisodes où moi je l'ai connu, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a mi-enquête, mi-cambriolage, hein, c'est un peu un truc d'aventure et tout, à la détective Conan, c'est vraiment sympa. Après, malheureusement, il n'y a pas de VF, donc voilà, pour ceux qui sont adeptes de la VF, ben, soit il va falloir attendre un moment, soit il y en aura peut-être jamais, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve ça sympa, j'ai beaucoup aimé la fin, où depuis je ne sais pas combien d'années, Kazuha attend que Eiji Aitori lui avoue ses sentiments, qu'il va enfin faire, putain, ça fait des années qu'il fallait qu'il le dise, hein, qu'il la kiffe, Kazuha. Et je me dis, enfin, on va passer à autre chose avec ces deux-là, ils vont enfin être en couple, et ils vont arrêter de nous casser les couilles à se tourner en rond pendant des années. Bref. En tout cas, c'est un film que moi j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Voilà, de toute façon, j'ai envie de dire, si on est fan de Détective Conan, on passe forcément un mauvais moment, un bon moment. C'est juste parce que je me disais, en fait, le seul truc de mauvais, c'est l'animation. Parce que Conan, il est dégueulasse. Enfin, j'ai l'impression que les persos, ils sont un peu. Certains, surtout les Conan, je trouve qu'il a une grosse tête par rapport à son corps, qui est un peu dégueulasse, alors que dans l'animé, il a pas du tout, il est pas du tout aussi disproportionné. Enfin bref. Donc l'animation par rapport à l'animé est un peu dégueu, mais le film fait le taf. Ensuite, on a City of Darkness, qui, je sais pas pourquoi, pendant mes recherches, j'appelais ça City in the Darkness, qui est pas du tout la même chose. Que j'ai noté 8,15 plus sur 10, 3,8 sur 5 pour le public, produit par Media Asian Film ou encore Seal Metropole Organization, réalisé par Soi Chang, avec Rico qui joue Cyclone, Raymond Lam qui joue Shan Lok-kun, ou encore Terence Lo qui joue Shin. C'est un film d'action trailer, vu en VF en streaming, et c'est un film hongkongais. Qui d'ailleurs, j'ai peut-être un peu regretté de ne pas l'avoir vu au ciné, parce que c'est vraiment sympa. Le film suit Shan Lok-kun, un clandestin qui arrive à Hong Kong dans les années 1980, poursuivi par les hommes de Mr. Big, il se réfugie dans la citadelle de Kowloon, qui est le territoire de Cyclone. Donc, alors là, ça, c'est les personnages qui font un peu partie de la team du héros. En vrai, le héros n'apparaît pas sur l'image, mais ça, c'est ses potes. Donc, le film, en vrai, est plutôt sympa. Alors, c'est du film d'action un peu fantastique, dans le sens où les scènes de baston sont vraiment très cool, mais il y a un peu de magie dedans, quoi. Par exemple, le méchant, il a un corps où il utilise un peu enfin, il fait un peu des gestes un peu bizarres, et puis hop, sa peau devient suffisamment dure pour pas recevoir de dégâts et tout. Enfin bref, le film est plutôt sympa. Bon, ce méchant-là auquel je pense, c'est quand même un peu insupportable à tout le temps rigoler comme un débile. Bref. Mais les scènes d'action, comme je disais, sont très cool, avec un petit côté fantastique. L'histoire en soi, elle est plutôt sympa, même si ce que je trouve dommage, et c'est là où le film perd des points, c'est que en fait tout le long du film, tu as ce clandestin qui va avoir des papiers pour partir, qui se fait arnaquer et qui s'enfuit en cassant la gueule à deux trois personnes d'un gang qui du coup vont vouloir se venger. En fuyant, il atterrit du coup à Kowloon où il va devenir voilà bah, travailler dans la ville pour Cyclone et tout ça. Euh, et forcément, la guerre entre Kowloon et le clan de l'extérieur va amener à pas mal de gros problèmes. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, là où on est sur un clandestin plutôt lambda et qui va se retrouver dans une grosse aventure entre deux clans, ben en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est pas n'importe qui. Et ça, je trouve ça très dommage. J'en ai un petit peu marre, honnêtement, des films où les gens sont destinés à devenir et à faire des grandes choses.
Moi j'aime bien les personnages qui sortent un peu de nulle part et qui deviennent quand même des héros parce que ils ont travaillé, ils ont fait les choses pour devenir des héros. Les personnages où globalement, alors le héros ici il s'est quand même battu pour en arriver là, mais quand tu apprends qui est son père, tu dis ouais bon ok c'est bon, c'est pas le fils de n'importe qui non plus, machin. Ça, c'est l'aspect qui m'a un peu déçu. Mais franchement, si vous aimez un peu les films d'arts martiaux chinois, parce que ce film-là est très très proche des films d'arts martiaux chinois, bah franchement, n'hésitez pas à les regarder, je pense que vous allez kiffer. En cinquième position, on a Speak No Evil, que j'ai noté 8,5 sur 10, 3,6 sur 5 pour le public, produit par Blumhouse Productions, réalisé par James Watkin, avec James McAvoy dans le rôle de Paddy, Aislinn Franciosi dans le rôle de Chiara, Mackenzie Davis dans le rôle de Louise Dalton ou encore Scoot McNairy dans le rôle de Ben Dalton. C'est un thriller psychologique, vu en VF au cinéma, film américain. Les Dalton, famille d'Américains, se rendent dans la maison d'une famille britannique qu'ils ont rencontrée durant les vacances. Mais ce week-end familial va finalement virer au cauchemar. Alors je vais aller très vite parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. D'ailleurs, l'autre film de la cinquième position, j'ai déjà fait une vidéo dessus aussi. Mais c'est un film personnellement que moi j'ai plutôt kiffé, principalement grâce à James McAvoy, qui incarne le psychopathe à la perfection. Tout le long du film, tu as une tension parce que tu sens qu'il est dangereux, qu'il est violent, mais il le montre pas tout de suite. Enfin, il le montre à travers sa façon de parler, sa façon de se conduire. Tu vois qu'il a de l'assurance, qu'il a confiance en ses capacités. Il écrase les autres et tout. Et en vrai, le film est vraiment pas mal. En plus, il y a une sorte de justice à la fin quand vous savez ce qui se passe. Alors, je sais que ce film est très critiqué, très rabaissé par rapport à l'original, mais je n'ai pas encore vu l'original. Donc, quand j'aurai vu l'original, je pourrai comparer les deux. Mais là, je compare un film unique, dont je n'ai pas vu le film précédent. Et donc, pour ce que j'ai vu, moi, j'ai passé un très bon moment, surtout au cinéma. En plus, ce week-end-là, j'ai vu trois films. J'avais vu lui. Mais en fait j'ai vu lui, j'ai vu Beetlejuice, et ensuite j'ai vu Megalopolis. Et très clairement, je pense que ça peut jouer aussi sur la note, hein. Quand j'ai vu Beetlejuice qui était plutôt décevant, surtout par rapport à Beetlejuice 1, et qu'ensuite j'ai vu Megalopolis qui était horrible, bah effectivement, je pense que d'un côté, Speak No Evil, pour moi, est apparu comme un film génial. C'est possible aussi que ça a aidé à augmenter la note. Ensuite, on a Monkey Man, donc que j'ai noté 8,5 sur 10 aussi, 3,5 sur 5 pour le public, produit par Brown Studios, Thunder Road Pictures ou encore Monkey Paw Productions, donc ça c'est-à-dire qu'il y a encore plus de sociétés, réalisé par Dev Patel, avec Dev Patel dans le rôle du Monkey Man, Charlton Copley dans le rôle de Tiger, ou encore Sikandar Kher dans le rôle de Rana, donc qui est le méchant. C'est un film d'action que j'ai vu en VF en streaming, qui est américano, canado, hindou, singapourien. Voilà. À Yatana, une ville fictive inspirée de Bombay en Inde, un homme surnommé Kid, tout juste sorti de prison, redécouvre la vie dehors. Il peine à s'adapter à ce monde dirigé par la cupidité des entreprises et dans lequel les valeurs spirituelles ont été diluées. Le visage recouvert d'un masque de singe, il va alors participer à des combats clandestins. Il va également se lancer dans une quête pour se venger de ceux qui ont tué sa mère et l'ont fait en prisonnier. Donc voilà, le film Monkey Man que j'ai vu au moins deux-trois fois. Ouais, je l'ai bien vu ouais, 2-3 fois depuis qu'il est sorti. Très bon film d'action, alors qui d'ailleurs est interdit en Inde à cause de la façon dont il représente les religieux, puisque bah, le méchant principal, enfin en gros le méchant principal c'est un chef de la police, mais qui obéit à un mec religieux qui est un peu en mode gourou de secte et tout ça. Chose que l'Inde n'a pas trop appréciée, et du coup, de mémoire, le film est encore interdit en Inde. Pourtant, le film est vraiment très bien, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous mettrai une fiche et on va aller assez vite. Mais le film, franchement, il est très bien, l'action est très cool. Alors, il n'y a que deux scènes d'action, globalement, puisque tout le début, on montre... alors, je parle pas des scènes de boxe hein, dans les rings, mais voilà, on présente d'abord le héros, on présente un peu son obsession envers le chef de la police, jusqu'à ce qu'il fasse sa première tentative de meurtre, et du coup, on a une très belle scène d'action qui est quand même très longue.
Ensuite, on a tout ce moment où voilà, le héros qui a été vaincu va s'entraîner pour revenir en force et combattre le méchant. Bref, le film est vraiment très très bon. Allez, n'hésitez pas à voir ma review pour avoir plus de détails. Voilà, il n'y a pas beaucoup de défauts. Peut-être la fin où voilà, on sait pas trop ce que devient le héros, c'est un peu dommage. Mais sinon, j'ai adoré ce film. En quatrième position, L'amour ouf, que je notais 8,75 sur 10, 4,1 sur 5 pour le public, donc il fait du 8,2, on est à peu près d'accord. Produit par Shifumi Productions, ça j'adore le nom de la production. Trésor Film, Studio Canal, France 2 Cinéma et Artemis Productions. Réalisé par Gilles Lelouch, avec Mallory Wanek dans le rôle de Jackie jeune, d'Adèle Exarchopoulos en Jackie adulte, Malik Frika en Clotaire jeune, et je vous avais dit qu'il y aurait le retour de François Civil en Clotaire adulte. C'est un drame et une romance que j'ai vu en VO au cinéma, puisque c'est un film franco-belge. Dans les années 1980, dans le nord de la France, deux adolescents, Clotaire et Jackie, tombent éperdument amoureux et vivent une passion dévorante. Malgré des différences de conditions sociales et d'aspirations personnelles, Jackie, récemment orpheline de sa mère et proche de son père, rêve d'émancipation, tandis que Clotaire, perdu dans des difficultés du monde ouvrier, plonge peu à peu dans la délinquance. Dans les années 1990, après avoir passé 10 années en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, Clotaire est toujours hanté par Jackie et tente désespérément de la revoir. Mais Jackie est désormais marié, installé dans une nouvelle vie rangée et semble avoir définitivement tourné le dos à leur passé. Mais en réalité, aucun d'eux n'a oublié cet amour qui les a consumés adolescents et qui pourrait bien ressurgir et bouleverser à nouveau leur vie. Alors, ce que je trouve dommage avec le synopsis, c'est que le synopsis a tendance à mettre en avant la partie où ils sont adultes plus que la partie où ils sont adolescents. Or, le film, c'est tout l'inverse. Le film, c'est les trois quarts quand ils sont enfants et un quart, voire même moins d'un quart, quand ils sont adultes. Et je trouve dommage que du coup, le résumé du film, en fait, spoil plus ou moins la partie où ils sont ados, alors que c'est quasiment tout le film, en fait. Ça, je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, ce qui est dommage aussi, c'est que sur l'affiche, forcément, t'as les noms François Civil, Exarchopoulos, pour bien vendre le film, alors qu'en réalité, bah, ils sont là que un tiers à un quart du film. Voilà, et que c'est quand même les ados qui tiennent principalement le film sur leurs épaules. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, on connaît le marketing, tu mets forcément les noms les plus connus sur l'affiche pour mieux vendre. Mais en soi, moi j'ai adoré ce film. Très très belle histoire d'amour entre un jeune enfin un jeune con, hein, vraiment bon, un jeune con maltraité, et du coup bah forcément va dans les mauvais travers, voilà, violent, qui fait n'importe quoi, qui va tomber amoureux de la petite fille à papa, toute mignonne, petit intello, voilà, hein, qui plusieurs fois refuse de faire des trucs avec lui quand il dit des trucs, genre pas de trucs sexuels, mais refuse de faire des activités avec lui pour étudier ou des trucs comme ça, vraiment très sérieuse la gamine. Euh, et je trouve que c'est vraiment une très belle histoire d'amour, c'est un peu comme du Roméo et Juliette et tout, revisité. Alors je dis pas que c'est une adaptation de Roméo et Juliette, hein, mais c'est un peu dans ce sens-là, hein, entre un homme et une femme de deux familles différentes qui peuvent pas vraiment être ensemble, mais qui essayent quand même, enfin bref. Et toute la partie où ils sont adolescents, je trouve qu'elle est incroyable, avec toute cette évolution des personnages, parce que Clotaire, il apparaît comme un petit con, et puis il change un peu quand il tombe amoureux, mais en même temps, il se retrouve quand même pris dans la délinquance lorsqu'il va faire une mauvaise chose avec ses potes, avec son meilleur ami, et voilà, et c'est plutôt cool. Et ensuite, on bascule 10 ans plus tard, et là, bah, le film est toujours aussi sympa, mais je trouve cette partie-là est beaucoup trop longue. Et d'ailleurs, c'est les critiques que j'avais beaucoup vues sur internet, c'est que la partie adulte est beaucoup trop longue. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord, je trouve que la partie est vraiment trop longue. On n'a pas besoin de s'attarder autant sur adulte. Et en plus, bon, nous présente du coup la nouvelle histoire d'amour de Jackie, qui est vue du coup trop rapidement par rapport à son histoire d'amour avec Clotaire. Clotaire forcément va continuer un peu ces trucs de délinquant tout en essayant de retrouver son amour de jeunesse. Enfin bref, le film est vraiment sympa, les acteurs sont excellents et tout.
mais trop long. La fin est trop longue. Voilà, la dernière partie est vraiment trop longue, mais sinon le film est vraiment très très bien. En troisième position maintenant, je crois qu'il y a deux trois films en troisième position que j'ai mis au même niveau. Transformers One, 9 sur 10, hein, j'aurais jamais pensé mettre un Transformers aussi haut dans un classement. 4 sur 5 pour le public. Je crois que même eux, ils en reviennent pas d'avoir mis une aussi bonne note à un film Transformers depuis le premier. Produit par Paramount Animation, Hasbro Entertainment, Dibona Adventure Pictures et Bay Film. Réalisé par Josh Cooley, avec Chris Hemsworth qui fait la voix d'Orion Pax, Brian Tyree Henry qui fait la voix de D16, Scarlett Johansson qui fait la voix d'Elita, ou encore Keegan Michael Key, que je connais pas mais qui fait la voix de B127. Mais d'ailleurs, le Chris Hemsworth Scarlett Johansson, c'est quand même un sacré casting vocal. Animation, action et science-fiction, vu en VF en streaming, film américain, je regrette même clairement de ne pas l'avoir vu au cinéma. Dans la cité Diacon, Orion Pax et D16, deux mineurs d'Energon, vont découvrir une piste quant à la disparition de la matrice du commandement. Leur quête de l'artefact va les mener à la surface de leur planète, Cybertron, accompagnés de B127 et d'Elita One. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette aventure les mènera à devenir respectivement Optimus Prime et Megatron, et à former les factions des Autobots et des Decepticons. Et effectivement, il y a d'autres personnages, on va entendre à la voix, on va voir Jazz notamment, qui techniquement se fait tuer dans le premier film live action. On voit, enfin on entend le nom de Ratchet, qui est un peu le médecin du groupe de d'Optimus Prime dans les films live action. On a aussi la présence de Starscream et d'un autre gars qui font partie du groupe de Megatron dans les films. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, d'avoir tous ces petits clins d'œil. Et c'est vrai que le film il est incroyable. Alors l'animation en vrai est très belle. Et le film est vraiment très cool. Franchement, c'est un des meilleurs films Transformers que j'ai vu de ma vie, quoi. Vraiment. Le film est incroyable. L'histoire, elle est incroyable de ces petits robots miniers qui vont s'élever contre une tyrannie, qui vont apprendre les secrets de leur pays et qui vont se rendre compte qu'en fait on leur ment depuis le début de leur vie et qui, bon bah voilà, vont mener la révolte à leur manière, hein, d'une manière beaucoup plus violente que l'autre. Et franchement, moi j'ai adoré ce film. Je pense que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais mis une meilleure note parce qu'au cinéma, on a forcément des émotions un peu plus décuplées avec l'ambiance dans laquelle on est plongé. Mais ouais, franchement, très très bon film. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Même si vous avez des a priori sur Transformers à cause des films live action, franchement, enlevez-vous ça de la tête, regardez, c'est incroyable. Franchement, c'est. Alors, j'ai envie de dire, c'est un des meilleurs films d'animation, mais en même temps, quasiment tout le reste des films qu'on va voir, la majorité sont des films d'animation, donc voilà. Mais vraiment, quand vous dites que là, dans le top, c'est le pire film d'animation du top, qui est quand même dans le top 3, c'est quand même pour dire à quel point c'est un bon film d'animation. J'ai pas trop envie d'en dire parce que franchement, je préfère pour les films comme ça ne pas trop en dire, mais franchement, vous allez passer un bon moment, que vous aimez ou pas euh, Transformers One. En plus, dans la société dans laquelle on vit actuellement, ça fait rêver, hein, voilà. Bref. Et franchement, j'adore juste ce qui se passe dans ce film. Et même les gens qui sont pas fans de Transformers de base ont kiffé ce film pour dire à quel point il est bon, quoi. Ensuite, on a Profession Ceinture Noire, 9 sur 10, que j'ai noté aussi, 3,8 sur 5 pour le public, produit par Netflix, réalisé par Jason Kim, avec Kim Woo-bin dans le rôle de Lee Jung-do et Kim Sung-kyung dans le rôle de Kim Soon-min, qui est un film d'action que j'ai vu en VF sur Netflix, qui est un film coréen que j'ai même vu deux fois, une fois tout seul et une fois avec ma mère. Donc Lee Jung-do, un jeune homme positif extrêmement doué aux arts martiaux, intervient un soir dans un combat de rue. Ses talents ne passant pas inaperçus, on lui propose un poste très particulier. Euh, Film que j'ai surkiffé, même plus, je dirais un peu plus la deuxième fois que je l'ai vu. Euh, Puisque la deuxième fois que je l'ai vu en mangeant, donc j'étais vraiment concentré sur le film, alors que la première fois, je devais faire d'autres choses en même temps. Mais en fait, il y a deux aspects qui font que j'adore ce film. C'est déjà les scènes d'action. Il y en a, au début, on a plein de mini-scènes qui sont vraiment cool, et ensuite, on a deux grosses scènes d'action vers le milieu, trois quarts et la fin du film, et qui sont vraiment très très cool.
à regarder. Et surtout, tu as cette évolution du personnage qui est d'abord un gars qui pense que à faire des trucs cool dans la vie, qui voilà, est très joyeux et tout, qui va se retrouver embrigadé dans une histoire qui va le rendre beaucoup plus conscient du danger de la société qui l'entoure et du coup beaucoup plus mature et tout ça. Donc ça c'est très cool. Et le sujet du film en fait est pas forcément des plus faciles, il est extrêmement dur pour je pense les parents, puisqu'en gros le propos du film c'est que Lee Jung-do va rejoindre en gros en tant qu'agent arts martiaux l'unité qui gère en gros les prisonniers à qui on met un bracelet électronique et qu'on réinsère dans la société. Mais parmi eux, il y a des meurtriers, il y a des violeurs et tout ça, et il y a des récidivistes. Bien sûr, le film s'occupe, pour que ce soit divertissant, entre guillemets, pour qu'il y ait des arrestations, des trucs comme ça, aux violeurs récidivistes. Ce qui fait que d'un côté, pour qu'on ait de l'action, du divertissement, on s'intéresse aux récidivistes, on s'intéresse à ceux qui respectent la loi, qui rentrent dans l'ordre, bah, c'est pas hyper intéressant, même s'il y en a quand même un d'entre eux où il y a une histoire là-dessus, sur un gars qui subit du harcèlement, qui veut se venger, et puis finalement va accepter de se réinsérer. Donc il y a quand même un peu de ça, mais la plupart des autres sont des gens voilà, qui ont commis des viols sur des femmes, sur des enfants et tout, et qui récidivent. Donc c'est pour ça que le sujet est extrêmement dur, mais en même temps le film est très bon, en même temps comme c'est coréen, c'est pas pris à la légère, c'est vraiment pris au sérieux. Le héros lui-même dit qu'il tombe sur un de ces mecs-là, il a du mal à se contenir tellement c'est une dinguerie de faire ce genre de choses, quoi, de vouloir violer des gosses ou même des adultes, hein, mais c'est vrai que le viol sur adulte, c'est juste le premier qu'on voit sur lequel on s'intéresse. Enfin, il y a deux personnes sur lesquelles on s'intéresse comme ça, mais ça va assez vite. Et après, surtout sur le viol d'enfants, où le film s'intéresse beaucoup plus. Et c'est vrai que là, tu te dis, c'est chaud. Hein, le sujet du film, il est quand même chaud. Mais il n'en est pas moins inintéressant. Je conseille de le regarder. Voilà, je conseille de regarder. Il ne faut pas avoir le cœur fragile. Et ensuite, le dernier film en troisième position, c'est Le Robot Sauvage, que j'ai noté 9 sur 10, 4,4 sur 5 pour le public, donc qui fait du 8,8. Produit par DreamWorks Animation, réalisé par Chris Sanders avec Lupita Nyong'o, donc qu'on a déjà vu dans les Black Panther, qui ici joue Rose, Pedro Pascal, un besoin de mentionner, qui joue Escobar en VF, puisque c'est pas le même nom en VO, ou encore Kit Connor qui joue Jolie Beck en VF, puisque pareil, c'est plus une traduction du nom original. C'est un film d'animation que j'ai vu en VF au cinéma, qui est un film américain. Le film suit le voyage d'un robot, l'unité Rosum 7134, Rose en abrégé, qui fait naufrage sur une île inhabitée, et qui doit apprendre à s'adapter à l'environnement rude en établissant progressivement des relations avec les animaux de l'île et en devenant la mère adoptive d'un oiseau orphelin qu'elle nommera Joliebec. Donc voilà une petite image des trois persos principaux. Alors c'est un très beau film de mémoire, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai une petite fiche, parce que je crois avoir déjà fait une vidéo dessus. Film qui est incroyable, c'est magnifique, visuellement c'est magnifique. L'histoire elle est incroyable, alors une histoire qui est plus, je trouve, faite pour les mères de famille, puisque en gros c'est un film qui raconte vraiment l'histoire de c'est quoi devenir une mère. Parce que bah, du coup c'est le robot qui de manière inattendue va se retrouver à devoir s'occuper d'un petit bébé, donc effectivement la grossesse qu'on essaye de la provoquer ou non, bah, elle est toujours un peu de manière inattendue. Donc ça revient un peu à ça. Ensuite, le bébé, ben voilà, faut l'éduquer, bah, en gros, faut faire tout ce qu'il y a. Puis il y a le côté où à un moment donné, il va falloir qu'il quitte le foyer, donc comment on réagit à ça. Enfin bref, c'est vraiment un film qui raconte qu'est-ce que c'est que devenir une maman. Alors si j'étais une femme, je pense que le film aurait peut-être encore plus touché. Parce que je peux dire que le film m'a touché, il m'a ému de fou. Moi, j'ai été le voir avec une de mes amies qui, elle, a chialé devant le film à plusieurs reprises. Donc, c'est clairement un film qui est à la fois une lecture pour les enfants, qui est plutôt amusante avec le personnage gamin, adolescent par la suite, et en même temps, il y a une lecture beaucoup plus adulte,
avec ce robot qui doit apprendre à devenir une maman, qui je trouve pour les mamans est un super film. Et en même temps, il y a le personnage d'Escobar, qui est un peu le personnage mal aimé, qui cherche à avoir des amis et tout, et que j'ai trouvé très touchant également. Voilà. Donc, très très bon film, que je conseille de voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Il risque d'y avoir une suite d'ici 1 ou 2 ans, enfin plutôt l'année prochaine, je pense, en 2026. Et j'espère que ce sera à la hauteur, parce que ce film était vraiment très très bon. Mais il a été vaincu aux Golden Globes par un autre film qu'on va voir tout de suite, celui qui a la deuxième place, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, qui a été, que j'ai noté 9,25 sur 10. Le public l'a noté 4,2 sur 5, lui fait du 8,4, donc 0,2 de moins que le robot sauvage. Produit par Dreamwell Studio, Take 5 et Sacrebleu Productions. Réalisé par Gintz, Zilbalodis. Il n'y a pas d'acteur ou d'actrice simplement parce que c'est un film muet. Les seules choses qu'on entend, c'est des aboiements, des miaulements et le bruit que font les autres animaux du film, mais je ne sais pas comment on dit pour les autres. Animation, aventure et film de survie que j'ai vu en VO. Parce que de toute façon, que tu regardes VO, VF, ou peu importe laquelle version t'écoutes, de toute façon, il n'y a pas de parole. Du coup, c'est un film letto-franco-belge, donc principalement de Lettonie. Le résumé, dans un film dont l'humanité semble avoir disparu, un petit chat noir tente de survivre à une montée des eaux généralisée. Alors que son foyer est submergé, il trouve refuge sur un bateau à voile occupé par un capybara lymphatique. Rejoint ensuite par un labrador très joueur, un makikata collectionneur, donc un lémurien, et un messager sagittaire blessé. Ces trois derniers animaux, ces trois derniers abandonnés par les leurs, s'entendre avec des... Oh la vache, putain, je recommence la phrase parce que... Alors que son nouveau foyer submergé trouve refuge sur un bateau à voile occupé par un capybara, puis par un labrador, un maki et un messager, ces trois derniers abandonnés par les leurs. S'entendre avec ses nouveaux compagnons est pour le chat de nature solitaire un défi plus grand que surmonter sa peur de l'eau. Sur le bateau, tous finissent par s'entraider et apprennent à dépasser leurs différences pour survivre dans ce monde nouveau. Film qui, comme j'ai dit, a battu le robot sauvage aux Golden Globes et qui a obtenu le prix du meilleur film d'animation. Je ne sais pas si il sera nominé aux Oscars et s'il obtiendra l'Oscar du meilleur film d'animation également, mais c'est totalement mérité. Le film, il est incroyable, j'ai vécu des émotions de fou devant ce film. D'ailleurs, Terracid de Monkey Studio sur Letterboxd avait mis un commentaire en mode mieux que le robot sauvage parce que en gros on vit autant d'émotions, voire plus dans un film où ça ne parle jamais. Et en fait, je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai que nous, on parle en tant qu'homme. Comme j'ai dit, le robot sauvage est plus destiné aux femmes, puisqu'on apprend comment devenir une maman. Voilà. Donc forcément, en tant qu'homme, on est un peu moins touché par le sujet, même si le film est quand même hyper émouvant et que, peu importe qui on est, j'ai envie de dire, on peut que être touché par ce genre de film. Mais Flo, justement, déjà, c'est mon surnom, donc forcément, c'est très cool d'avoir un film avec mon surnom. Mais Flo, globalement, c'est quand même un film qui arrive à te faire vivre autant d'émotions sans jamais parler. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien. Et pourtant, tu vis des émotions qui sont trop cool. Un truc que j'adore, c'est l'animation qui est assez particulière, la sensation de vitesse quand le chat est poursuivi par les chiens au début, par exemple. Là, tu as une sensation de vitesse, franchement, que j'aime beaucoup. Avec la caméra qui va beaucoup se déplacer aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs qui sont très très cool dans ce film. L'histoire en elle-même, hein, du chat qui doit survivre à cette montée des eaux et tout, qui est vraiment très très cool, ces animaux qui vont devoir survivre ensemble. Et en fait, je pense qu'une chose aussi qui, moi, a fait que j'ai peut-être un peu mieux noté que d'autres, hein, même si bon, le film a quand même a reçu, je crois, 2 ou 3 prix dans différentes cérémonies. Donc c'est que je suis pas non plus le seul à y voir un grand film. Voilà, quand on voit bon, Terracid qui est également un grand fan de cinéma, en plus d'être un gamer, parce que c'est à la base un youtubeur gamer, pour ceux qui connaissent pas,
bah, pour lui aussi, Flo, c'est peut-être le meilleur film d'animation de l'année. Donc voilà, je suis pas non plus le seul à l'avoir fait. Mais je pense qu'une chose qui, moi, m'a marqué, c'est que le film se base sur un petit chat noir. Et euh, l'une des choses les plus importantes dans ma vie, ben, c'est un petit chat noir. Donc forcément, le film, moi je l'ai vécu pas en n'ayant que cet animal Flo, mais en fait en voyant également mon chat noir, en me disant, mais en fait, quand je voyais cette aventure, je voyais mon chat en même temps. C'était un peu particulier, mais tu sais, c'est comme si tu disais, mais attends, mais si moi j'existais plus et qu'il y avait ce genre de truc là, mais comment réagirait Loki et tout ça? Parce que du coup, le chat noir, euh, qui est très important pour moi, s'appelle Loki. Et je me disais, mais comment il survivrait dans un truc comme ça et tout? Et en plus, c'est un chat qui sait pas miauler, qui est très gentil et tout et un peu comme Flo au final. Et je me dis, mais comment. En fait, le film, c'est un peu comme si j'existais plus, que ma mère et mon frère n'existaient plus, et puis que Loki devait survivre à une nature hostile pour lui. Et du coup, c'est vrai que le film il m'a beaucoup touché parce que bah, du coup, on est avec un animal très important pour moi et qui en plus exactement le même pelage, les mêmes yeux, tout ça. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup touché. En première position, il va y avoir deux films. D'abord, Les Chambres Rouges, alors qui est sorti. Ouais, non, je l'ai noté, donc pas besoin de le mentionner tout de suite. Donc j'ai noté 9,25 sur 10, donc effectivement, il n'y aura pas au-dessus de 9,25 comme note. 3,8 sur 5 pour le public, produit par Nemesis Film, réalisé par Pascal Plante, avec Juliette Garrier-Pi qui joue Kelly Anne, Laurie Gabin qui joue Clémentine, ou encore Maxwell McKeblocos qui joue Ludovic Chevalier. C'est un trailer que j'ai vu en VO en streaming, puisque c'est un film canadien et plus précisément québécois. Et encore une fois, c'est la deuxième fois sur mes 6 diapos que je vois que j'ai oublié de fermer une parenthèse. Heureusement, deux fois sur plusieurs centaines de diapos et sûrement plusieurs centaines de parenthèses que j'ai faites, mais quand même, c'est la deuxième que j'ai pas fermée, c'est chiant. Donc film sorti en 2023 au Canada, mais sorti en France en 2024. Donc je le juge comme un film de 2024, puisque pour nous, bah, c'est à cette date-là qu'il est sorti. Kellyanne, du coup, se réveille chaque matin aux portes du palais de justice pour s'assurer une place au procès hyper médiatisé de Ludovic Chevalier, un tueur en série par lequel elle est obsédée. Motivée par des fantasmes de plus en plus morbides, elle tentera par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle, la vidéo manquante du meurtre d'une adolescente de 13 ans qui porte une inquiétante ressemblance avec elle. Donc voilà une scène, enfin une photo des Chambres Rouges, qui pour moi est clairement l'un des meilleurs films de l'année, et c'est que film de ouais, thriller, pour moi oui le meilleur thriller de l'année, voire peut-être même de l'année 2023, puisqu'il a quand même sorti au Canada en 2023, mais ce film il est incroyable. Et surtout là où je suis content, c'est que j'ai pas vu la bande-annonce, deux, j'avais pas vu le résumé. Je savais à peu près de quoi ça parlait parce qu'on m'en avait parlé. On m'avait dit, ouais, tu vas kiffer ce film et tout. Ce qui, pour le coup, est vrai. J'ai kiffé ce film. Je regrette même de ne pas l'avoir vu au cinéma, ça c'est clair. Euh, et du coup, je savais pas à quoi m'attendre. Et le fait de pas savoir à quoi m'attendre, mais quel plaisir! Mais quel plaisir! Ah, c'était trop bien. Parce que, en fait, le film se passe pendant le procès de Ludovic Chevalier, donc on présente ses crimes, tout ça, la défense qui commence à faire son truc, enfin pas la défense, d'abord l'accusation, puis la défense, machin, enfin bref. Euh, et c'est là qu'ensuite la caméra elle se focus bah, sur elle, Kellyanne, et où on se pose des questions, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle suit le procès, machin. Et on a aussi elle, je crois que c'est Clémentine, qui est là également. Et en fait, on est sur deux meufs un peu opposées, et au début, on se demande qu'est-ce qui se passe. Parce que Kellyanne, au début, elle est plus en mode oui, mais il a vraiment commis des crimes, machin, et en fait, Clémentine, elle est plus, tu vois, en mode. Tu vois, beaucoup de tueurs en série ont ensuite des fangirls avec qui des fois certains se marient alors qu'ils sont encore en prison et tout. Enfin bref. Et en fait, Clémentine a un peu ce profil euh, en mode à absolument le défendre et tout.
tandis que Kellyanne est plus en mode non mais c'est vraiment un criminel et tout. Et en fait, le film, en fait, il t'emmène sur une piste où tu te dis en fait d'un côté t'as la Clémentine qui adore et qui en kiffe sur le tueur en série, mais en même temps t'as la Kellyanne qui est plus maligne, plus terre à terre et qui elle du coup est plus en mode mais non tu vois bien c'est un criminel, il y a toutes ces preuves là contre lui et tout. Et du coup, t'as l'impression que t'en as une qui est là dans le public pour admirer le tueur en série, et l'autre qui est plutôt là pour voir sa chute. Et en fait, tout le film, au final, au bout d'un moment, les choses elles tournent tellement que tu te rends compte qu'en fait, ben, c'est pas du tout à ça qu'on a affaire. Rien que cette photo, en fait, elle décrit tout. C'est que, en fait, Kéliade va réussir à choper des vidéos, des Red Rooms, hein, qui, dans la réalité, n'ont pas encore de preuves d'existence, mais où il y a quand même un gros fantasme sur le monde de l'horreur des Red Rooms. Euh, mais, mais en gros, Kellyanne récupère des trucs des Red Rooms, et en fait, quand il les regarde toutes les deux, bah déjà là, tu comprends tout de suite ce qui se passe. C'est que elle, en voyant la Red Room, elle se rend compte que ouais, bah effectivement, il y a un truc pas net chez ce mec, et finalement, elle va avoir du dégoût et va juste rentrer chez elle. Et elle, tu vois sa tête, il y a zéro émotion, vraiment. Et en plus, nous, quand on est en tant que spectateur, on entend juste les voix, on entend les hurlements de la fille qui se fait torturer. Je crois que les meufs, elles sont torturées, violées, enfin bref, elles subissent des trucs de dingue. Nous, on entend les hurlements, eux, ils ont les images et tout, elles jouent super bien les deux. Et tu vois, elle a pas d'émotion. Et là, au fil du temps, plus ça va, moins elle a d'émotion, et plus tu comprends ce qui se passe, et plus tu te rends compte qu'en fait, quand elle est en mode oui, mais il y a des preuves contre lui et tout, en fait, c'est pas pour le descendre, c'est juste que elle kiffe ça. Quand elle chope la dernière vidéo et qu'elle la regarde, c'est un truc de fou, le plan, tu vois déjà, l'écran il devient de plus en plus rouge, donc t'imagines forcément que ce qu'elle regarde est de plus en plus violent et terrible, et tu vois qu'elle a un petit sourire qui se forme de plus en plus, qu'elle prend du plaisir malsain dans la torture des jeunes filles et tout, mais ce film, c'est une dinguerie. Et pourtant, tu ne vois jamais aucune violence, mais waouh, ce qui s'y passe, c'est dingue. Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé de voir ce genre de film où, où déjà on peut parler de tueur en série sans glorifier le tueur en série. C'est-à-dire que là, le tueur en série, tu le vois toujours dans sa boîte, voilà, où il est protégé au procès, mais c'est pas vraiment lui qui est important, c'est plutôt le rapport à ses fans. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des films sur les fans de tueurs en série, et là celui-là il est complètement dingue. Franchement il est incroyable. Et surtout bah, de montrer que voilà, dans le monde du crime, il n'y a pas que les hommes qui sont dangereux, mais aussi les femmes qui sont bien timbrées, quoi. Sortir un film sur une meuf comme ça, dans notre époque où faut pas trop montrer les femmes de manière négative, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, surtout la scène aussi dans le procès où c'est l'anniversaire de Ludovic, pareil, elle est là aussi. En fait, je crois que c'est cette scène-là où tu réalises réellement qui elle est, elle. Je vous dis pas ce qui se passe, si vous voulez voir le film, pour pas trop spoiler vraiment trop de choses, mais ouais, là tu te dis, mais elle est complètement cinglée en fait. Et franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de film, parce que c'est vraiment le genre de film que je rêvais de voir. Je pensais que ça irait un peu plus loin sur certains détails, ça n'a pas été jusque-là, c'est un peu dommage. Mais ouais, quand même très très cool. J'ai enlevé 0,5 points en vrai parce que... euh, comment dire? Parce que la fin est un peu chelou. Euh, je peux pas non plus spoiler la fin, mais elle est un peu bizarre. Je comprends pas trop la fin, donc j'en vais quelques points. Voilà. Et mon film préféré de 2024, c'est La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, que je noté 9,5 sur 10, 3,6 sur 5 pour le public, produit par 20th Century Studios et Disney Studios Australia, réalisé par Wes Ball. Je me demande si demain c'est pas lui qui a réalisé Les Labyrinthes.
parce que son nom n'est pas inconnu. Avec Owen Teague qui incarne Noah, Freya Allan qui incarne Nova ou May, donc, qui est l'actrice qui joue Ciri dans la série The Witcher, ou encore Kevin Durant qui joue Proximus César. C'est un film de science-fiction, vu en VF au cinéma, film américano-australien, donc plusieurs générations après le règne de César, pardon, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Alors, c'est un film, je crois, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo de mémoire. Film que j'ai vu 2 fois au cinéma. Une fois je l'ai vu au cinéma tout seul, une fois je l'ai vu avec Oraka et ma mère. Enfin, une autre mère. Voilà, donc très très bon film. Un film sur lequel j'avais énormément d'attentes, puisque je suis un énorme fan de l'univers de la planète des singes, que ce soit les vieux films des années 60, 70 à peu près, parce que je crois que le premier est de fin des années 60 et après c'est les années 70, si je dis pas de conneries. Ceux-là, j'adore. La trilogie de César, j'adore, ce qui a donné le nom à mon chat tigré qui s'appelle César. Euh, le film de Tim Burton, je trouve moins bon, rythme où ça va beaucoup trop vite, mais qui reste un bon divertissement. Et ce film-là, bah forcément, j'en ai beaucoup d'attentes. Pour les Planètes des singes, c'est incroyable, c'est un univers que j'adore. Alors oui, si on devait faire un top sur les films de la Planète des singes, effectivement, ce film-là, je le mettrais un peu plus bas. J'aurais pas mis un 9,5 face à la Planète des singes avec César, certains d'entre eux qui sont forcément mieux, le tout près Planète des singes qui est également mieux. Mais ici, je le juge par rapport aux autres films de 2024. Et avec la grosse attente que j'ai eue et le gros kiff que j'ai pris, ah ben pour moi, je me suis dit, mais c'est génial. On respecte l'univers de César, on récupère des éléments qui justifient un peu le méchant, voilà, qui... Enfin, surtout que tu as 2 clans, d'un côté, enfin d'un côté, il y a même 3 clans, tu as ceux qui ne se souviennent pas de qui est César, dans lequel Noah vient. T'as le clan dont il est lui, le dernier survivant, qui eux suivaient les préceptes de César à la lettre, et t'as le méchant Proximus César qui s'est approprié le nom César, qui en plus reprend les préceptes de César, mais pour en faire autre chose que ce que César voulait réellement. Et le film, bah, il est incroyable en termes d'action, c'est génial. Visuellement, bah, c'est très beau, hein, voilà. L'histoire de Noah, elle est méga touchante. Moi, je surkiffe son histoire. Euh, En vrai, j'ai pas envie d'en dire trop parce que de mémoire, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc qui sera beaucoup plus complète. Et c'est juste que pour moi, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de défauts, à part peut-être la longueur. Le film est quand même un peu long. Je veux dire, toute la mise en place du film, en même temps on prend le temps à présenter les persos, ensuite le temps de partir à l'aventure, d'arriver chez Proximus et tout ça. C'est vrai que le film est un peu long, ça je peux l'accorder, mais l'histoire elle est incroyable. Et puis après, certes on est dans l'univers de César, mais on est des années plus tard avec des nouveaux persos, donc il faut prendre le temps de les présenter. Bon, j'avoue que après plusieurs visionnages, on peut un peu s'ennuyer sur certaines scènes, mais ça reste vraiment du très très bon film. Euh, En plus, quand on a du Planète des Singes retouché par des studios qui appartiennent à Disney, ça fait un peu peur. Et au final, je trouve qu'on a quand même eu de la très bonne qualité. Et j'ai assez hâte de voir bah, je vais dire la fin, non, la suite du film. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était très cool de la faire, enfin même de faire les autres, hein, puisque maintenant je n'ai plus de top ou de flop à faire, c'est fini. C'était très très cool de partager tout ça avec vous. Maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire quels ont été vos films préférés de cette année 2024. N'hésitez pas à laisser un petit nom sur Tipeee, vous voulez soutenir nos projets, nous aider à les améliorer. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!